Mélène, Oui, absolument. J'ai lancé l'enregistrement. super, fantastique. Alors, je me bornerai simplement à faire un petit mot d'accueil avant de passer la parole à Alicia et à nos deux intervenants, que je remercie très chaleureusement de leur présence ce soir, simplement pour vous souhaiter la bienvenue à cet événement sur la BBC, qui est un événement de nature culturelle et d'intérêt consensuel pour les membres de notre cercle, et nous sommes très heureux de votre présence ce soir. Je voudrais également situer cet événement dans le contexte de la vie de notre cercle franco-britannique qui a vu le jour au début de l'année 2019. Comme le savent la plupart d'entre vous, nous avons déjà organisé une série d'événements, dont une conférence sur l'identité européenne à l'ambassade du Royaume-Uni autour de son Excellence l'ambassadeur Lord Llewellyn et de Lord Patten, qui était tout à fait réussi, riche en contenu et festive par la suite. Nous avons également reçu Madame Pauline Schnapper pour nous parler du Brexit au printemps dernier, ce qui était également tout à fait intéressant. Nous avons aussi visité une exposition d'art avec la visite de la Fondation Louis Vuitton et des collections de Monsieur Courtauld, donc ce richissime homme d'affaires britannique d'origine française. Ça, c'était également au printemps de l'année dernière. À l'automne, nous avons organisé d'autres conférences. Au printemps dernier, nous avons reçu M. Denis McShane, l'ancien ministre des Affaires européennes de Tony Blair, pour parler de l'actualité britannique, ce que faisait le gouvernement conservateur, sa gestion en particulier de la pandémie, de la crise économique, et bien entendu l'entendre pour euh, évoquer le sujet du Brexit. Nous reprenons cet automne nos événements autour de Madame Dickason, qui est donc professeure de civilisation britannique à l'université de Rennes, et de Hugh Schofield, qui est le correspondant de la BBC à Paris. Voilà, je passe la parole à Alicia pour présenter notre événement et nos invités de ce soir, et je me réjouis de les entendre. Merci beaucoup, Olivier, et merci beaucoup à vous tous. Nous sommes honorés de vous recevoir donc au sein du Cercle franco-britannique pour parler d'un sujet d'actualité, celui de la BBC, qui est le média emblématique au Royaume-Uni et que l'on pourrait dire du monde libre. En effet, qui n'a pas à l'esprit en France que c'est sur les ondes de la BBC que le général de Gaulle passe son appel du 18 juin. Pour retracer très rapidement quelques lignes fondatrices de la BBC, donc elle est créée en 1922, et la BBC est un service public audiovisuel mondialement connu, notamment aujourd'hui grâce à son BBC World Service, qui joue un rôle d'information, mais aussi dans le soft power de la couronne britannique dans le monde. Son modèle est pourtant contesté pour plusieurs raisons. Si ce média a dans sa charte un devoir d'impartialité, il a parfois été accusé de parti pris. Ainsi, des mesures de contrôle de l'information ont été prises à plusieurs reprises à l'encontre de la BBC tout au long de son histoire, afin de s'assurer de son objectivité, ce qui a pu être perçu comme des actes de censure par les critiques de ces mesures. La BBC a également été accusée de faire preuve de paternalisme à d'autres moments de son histoire, notamment du fait du contenu du programme de certains du contenu de ces programmes, notamment destinés à la classe ouvrière. Elle a dû faire face récemment aux défis majeurs du numérique et a dû se transformer pour répondre à un nouveau public et à de nouvelles exigences. Tout au long de cette soirée, nous allons interroger trois moments, trois choses fondamentales. Donc, premièrement, qu'est-ce qui caractérise la BBC? Quelle est sa spécificité? Ensuite, comment elle a pu évoluer et s'adapter à la modernité? Et enfin, quelles sont les pistes d'avenir pour ce média emblématique? C'est un aspect qui interpelle particulièrement la France, donc du fait de cet héritage de la France libre, mais au point où cette année, la BBC est un des deux thèmes qui a été retenu pour le programme de l'agrégation d'anglais.
Donc, pour nous en parler, nous sommes extrêmement honorés de recevoir 2 invités de marque. On n'aurait pas pu faire mieux, donc vraiment merci beaucoup. Madame Renée Dicasson qui interviendra en premier, qui est professeure des universités à l'Université de Rennes, reviendra sur la genèse de l'institution, sur la façon dont sa création s'inscrivait dans des défis scientifiques, des débats politiques et des enjeux commerciaux. Elle est auteure de très, très nombreux ouvrages. Donc, je vais en citer juste quelques-uns, mais c'est vraiment l'experte française sur cette question. Donc, vraiment, nous sommes absolument ravis de vous avoir. Donc, paru en 2020 à la BBC dans le paysage audiovisuel britannique, principe fondateur, mutation et contenu. Sur édition Ellipse en 2005, la société britannique à travers ses fictions télévisuelles, le cas des soap operas et des sitcoms. En 2000, British Television Advertising, Cultural Identity and Communication, etc., etc. Donc, nous sommes absolument ravis de vous avoir. Et en contrepoint, nous avons l'honneur d'avoir M. Hugh Schofield, qui est le correspondant de la BBC à Paris, qui abordera l'histoire contemporaine de l'institution et sur la façon dont elle a pu faire l'objet de critiques de l'opinion et de tentatives de réforme. Donc, M. Schofield a rejoint la BBC dans les années 80 et il est l'ancien correspondant de la BBC au Moyen-Orient, en Espagne, aux États-Unis, en ex-Yougoslavie et travaille pour la BBC à Paris depuis 1996. Donc, qui de mieux pour nous parler de l'histoire de ce média? Il apparaît fréquemment à la radio, à la télévision, sur Internet. Donc voilà, donc nous nous réjouissons d'entendre vos perspectives sur cette institution emblématique. Alors, je vous remercie tous les deux, Alicia et Olivier, de m'avoir conviée à cette soirée. Alors, je vais commencer, mais je vais être obligée de couper la webcam pour des raisons de bande passante, parce que j'ai un diaporama, hein, donc pour un petit peu illustrer le propos. Vous m'avez dit que c'était un peu general public, si je puis dire, donc j'ai voulu aussi avoir un certain nombre d'illustrations et puis passer assez rapidement sur certains points sur lesquels on pourra revenir un peu plus tard, mais je pensais que ça serait plus facile de le faire de cette façon-là. Et je vous préviens tout de suite, je me suis chronométrée, je pense que je serai à peu près entre les 25 et 28 minutes. Donc ça va dépendre, voilà, donc je vous préviens déjà un petit peu à l'avance. Donc c'est comme vous voulez. Si je commence maintenant, c'est ça? Oui? Je disais, pardon, avec plaisir, oui, merci beaucoup. Mon propos ce soir se veut un hommage à la BBC, une institution qui a des sympathisants mais aussi des détracteurs et qui a suscité au fil des ans bien des critiques. Je dédie aussi cette intervention à un ami historien, le regretté Asa Briggs, dont les travaux sur la BBC sont fondamentaux. Ce soir, je souhaiterais brosser à grands traits ce qui a contribué à donner à la BBC une notoriété et une image singulière, à faire d'elle une ambassadrice culturelle. Je vous invite donc à me suivre dans un voyage qui a une allure de remonter dans le temps, à l'aube du centenaire de la naissance de la BBC. Avant même de se plonger dans les tout débuts de la BBC, il semble intéressant de comprendre les préoccupations scientifiques et les mutations en matière de spectacle et de divertissement qui ont mené à l'éclosion de l'audiovisuel, un cheminement ressemblant à une quête du Graal tout au long du XIXe siècle et qui a pris une tournure particulière à l'orée du XXe siècle. À titre anecdotique et illustratif des attentes d'une époque à l'écoute des progrès, y compris en termes de communication et de divertissement, je ferai allusion à quelques prophéties. Du caricaturiste Georges Dumouriez, paru dans le magazine satirique Punch en 1878. Une prophétie montrait par exemple une machine capable de mettre en bouteille de la musique de concert
Une représentation qui venait dans la continuité d'un autre dessin, croqué un an plus tôt, dévoilant la douce folie d'un homme aisé et connaisseur dont le caprice consistait à ranger les voix enregistrées de chanteurs d'opéra qu'il mettait en réserve dans une cave d'un nouveau genre. Je citerai aussi une autre prophétie, celle du fameux téléphonoscope d'Edison, qui promet une invention révolutionnaire, la télévision. Qu'en est-il des défis scientifiques? Ces prophéties viennent en écho des défis scientifiques nombreux où exaltation, fièvre et frénésie tenaient en émoi les adeptes d'un nouveau monde, bouleversés par de nouvelles inventions, montrant le génie humain dans des réalisations scientifiques. Citons quelques préoccupations d'alors, illustrées ne serait-ce que par la conférence dite préliminaire concernant la télégraphie sans fil qui s'est tenue à Berlin en août 1903. Citons aussi quelques pionniers qui travaillent sur les ondes radio. L'Indien Jagadish Chandra Bose, l'Allemand Heinrich Hertz, qui travaille sur les ondes électromagnétiques, inventeur de l'antenne hertzienne, toujours utilisée, et dont les travaux ont été repris par Marconi, et qui alimente aussi les travaux du physicien russe Alexandre Popov. Citons aussi l'inventeur québécois de la radiophonie, c'est-à-dire la transmission de la voix et de la musique par ondes hertziennes, Reginald Fessenden. Et bien sûr, Marconi. Pour finir de brosser à très grands traits le tableau de l'avant audiovisuel, je vais évoquer quelques inventions de jeux optiques pour le plus grand plaisir des divertissements. Le tomatrope, le phénakiscope, le paraxinoscope, le folioscope et le mutoscope. Et bien sûr, les travaux d'Edward Muybridge sur les décompositions photographiques du mouvement avec la mise en place de ce que l'on a appelé la zoopraxographie, suggérant la description de la locomotion animale. Ce tour d'horizon effectué, interrogeons-nous sur les débuts de l'audiovisuel, la radio, puis la télévision. Une course effrénée se tient sur une scène internationale conquise par les vertus potentielles de la radio, et les concurrents sont nombreux. À titre d'exemple, on peut s'interroger sur ce qui se passe en Europe, en particulier en France, à Paris. À Paris, par exemple, un événement est médiatisé le 6 février 1922. Il s'agit de l'inauguration de la station radio de la Tour Eiffel par le dramaturge Sacha Guitry, la chanteuse Yvonne Printemps et le général Gustave-Auguste Ferrier. Radio Tour Eiffel est une radio d'État. Et puis à Paris, à partir de 1922, émerge Radiola, une radio privée qui devient Radio Paris en mars 1924. Qu'en est-il aux États-Unis? La scène américaine est énorme, les enjeux gigantesques. L'esprit de conquête est grandiose. L'impérialisme culturel semble se mesurer à une dimension communicationnelle sans égale. En novembre 1921, la société American Telephone and Telegraph met en place une ligne de téléphone transcontinentale qui transmet des messages de la ville d'Arlington, en Virginie, vers New York et San Francisco. En 1922, AT&T établit le premier réseau radiophonique. On voit bien ici que l'ampleur est d'un autre ordre.
qu'en est-il de l'audiovisuel, de la radio, au Royaume-Uni? Eh bien, pendant ce temps-là, au Royaume-Uni, les sciences et techniques se rejoignent autour du projet radiophonique, par exemple le 13 mai 1897. Des ingénieurs de la poste britannique inspectent la TSF de Marconi dans le canal de Bristol, dans une petite île, et c'est là la première démonstration mondiale de transmission de signaux à travers un bras de mer. Les années 1920, le début des années 1920 est toujours animé par un certain enthousiasme et amateurisme, avec des expérimentations relatives à la transmission d'ondes courtes, telles celles réalisées dans une mine à charbon dans le Derbyshire en novembre 1922. Des tentatives sont faites pour joindre l'utile à l'agréable, pour rendre ce potentiel service accessible au plus grand nombre. Ainsi, en 1923, des omnibus automobiles, ancêtres des cars, sont équipés d'antennes radiophoniques. La BBC, ou naissance d'un mythe, eh bien là, on peut bien sûr avoir à l'esprit quelques inspirations artistiques et poétiques. Dans un contexte où les inventions qui plus est majeures se développent, des poètes et des intellectuels, des artistes s'expriment et commentent ce phénomène nouveau qui s'avérait une véritable révolution. Je veux bien sûr parler de la radio. Que nous disent les poèmes et les chansons de l'époque? Les titres font rêver, ils font réfléchir. Ainsi, Time to Dance de Cecil Day-Lewis, ou encore, dans un registre comique, You Can't Make Love by Wireless de P.G. Wodehouse et George Grossmith, ou encore la poésie de D.H. Lawrence, Broadcasting to the Great British Public. Des observateurs très en prise avec le développement de la radio s'expriment également. Reith, crucial dans la création de la BBC, est sensible au pouvoir de la voix et parle, dans son ouvrage Broadcast over Britain de 1924, de The Voice from the Silence et de son pouvoir intrusif dans les foyers. Certains apparentent cette voix venant de nulle part à celle de fantômes ou autres spectres. La voix est au cœur de plusieurs poésies. Je pense aussi par exemple à The Voice de Wilfrid Wilson Gibson, connu pour ses poésies de la Première Guerre mondiale, où il a rencontré Rupert Brooke. Les premières années de la BBC sont décrites comme une cavalcade, une chevauchée souvent fougueuse et enthousiaste, dans un inconnu médiatique qu'il importait de maîtriser en bonne intelligence et en adéquation avec les valeurs incarnant les traits identitaires fondamentaux du Royaume-Uni. L'engouement autour de ce nouvel instrument de communication devint cependant objet d'inquiétude pour la General Post Office, qui voyait un encombrement dans les airs pouvant empêcher une bonne transmission des messages. Malgré un frein à ces expérimentations sous couvert d'une législation stricte, cette censure va faiblir face à la demande d'un public avide de nouveautés et de modernité. Beaucoup sont ceux à voir dans la radio les potentiels commerciaux, bien sûr, mais aussi artistiques et culturels. Une démocratisation des spectacles est en train de se faire. Réfléchissons maintenant à l'éveil culturel de la BBC. Quelques célébrités prêtent leur voix à la radio. Déjà, tout au long des années 20, des vedettes prêtent leur voix à l'occasion de la poursuite des transmissions radiophoniques expérimentales. C'est ainsi que la célèbre soprano australienne Nellie Melba, qui d'ailleurs avait inspiré le chef cuisinier Auguste Escoffier, qui était alors à Londres, au Savoy, qui dédie à l'artiste un dessert
la pêche Melba, après l'avoir entendu chanter à Covent Garden, eh bien, la belle Nelly Melba n'hésite pas à se poser avec aplomb et bonne grâce devant un équipement tout autant sommaire qu'archaïque un certain 15 juin 1920 dans les locaux de l'usine Marconi au nord-est de Londres pour faire un récital d'une durée de 30 minutes en direct capté au-delà des contours insulaires dans les capitales françaises, espagnoles, hollandaises, allemandes, norvégiennes ou suédoises. Une belle illustration est donc d'une symbiose scientifique et artistique. Dans la continuité de cette flamboyante réussite, le ténor danois naturalisé américain Lauritz Melchior, spécialiste renommé du répertoire wagnérien, se produit en ciblant cette fois un auditoire scandinave. La fièvre et l'excitation concomitantes à ces essais concouraient avec l'attrait de la nouveauté et le désir de progrès. Parmi quelques joyaux de l'élitisme culturel de la BBC, citons aussi Beatrice Harrison et son duo de violoncelle accompagné par le chant de Rossignol en 1924. Les enjeux commerciaux et politiques sont aussi à prendre en compte à travers des inventions, en particulier celle de Baird, qui se nomme le téléviseur ou téléviseur. Parallèlement donc aux travaux et aux réflexions sur le son, ceux sur l'image en mouvement prennent un nouveau tournant avec l'invention de ce téléviseur de John Logie Baird, qui est un attrait pour la BBC, du moins pendant quelque temps, une BBC toujours à l'affût de progrès et de symboles forts de modernité. Donc les débuts de la BBC doivent inévitablement faire face à des enjeux commerciaux et politiques. La conquête des ondes est faite de tâtonnements expérimentaux et c'est dans cette frénésie créative et inventive qu'éclot la British Broadcasting Company en 1922. Après maints débats, 6 compagnies britanniques et américaines, les Big Six ou Six Electrical Giants, se réunissent et deviennent la British Broadcasting Company, une compagnie privée. La radiodiffusion britannique fait donc ses débuts à Londres, un fameux 14 novembre 1922, à Marconi House. Même si ce n'est qu'à partir du 18 décembre 1923 que la licence officielle est délivrée, rendant pleinement opérationnelle la compagnie. Cette licence permet la mise en place de 8 stations à Londres, Birmingham, Manchester, Cardiff, Newcastle, Glasgow, Bournemouth, Aberdeen, jusqu'au 1er janvier 1925. Cette révolution ne fait pas la joie de tous. Dans les sphères du divertissement, théâtre, cinéma, mais aussi de l'information aux mains de barons de la presse, en particulier les frères Harmsworth, en l'espèce Lord Rothermere et Lord Northcliffe, qui sont très jaloux de leur patrimoine et pas vraiment partageurs, et qui sont d'autant plus fâchés et inquiets lorsque la BBC crée son propre organe de presse en 1923 à travers The Radio Times et quelques années plus tard à travers un autre magazine qui s'appelle The Listener, qui est lui un peu plus intellectuel. Les querelles sont donc vives car l'on sent que la BBC a décidé de s'imposer, d'être autonome, voire de dominer. Il va falloir faire avec. La BBC s'installe peu à peu et ses objectifs, vous l'avez deviné, sont très ambitieux. Alors bien sûr, plusieurs personnalités ont contribué à développer des ambitions culturelles qui vont être enviées à travers le monde, y compris le monde de l'audiovisuel. Et là, je pense bien sûr à Reith. Reith qui est un incontournable car il est pionnier et fondateur du modèle BBC. Dès ses premiers programmes,
sous l'égide de John Reith, la BBC s'est par conséquent investie d'une mission circonscrite dans l'expression service public. En effet, Reith voyait dans la BBC un vecteur idéal afin d'instituer des valeurs chrétiennes inhérentes à un pays civilisé et viser la propagation d'une sorte d'évangélisation au niveau des régions, du pays dans sa globalité et plus généralement de l'Empire. Cet idéalisme forcené gouverne. Ce que l'on a appelé un guide spirituel qui appuiera, selon ses dires, tout projet d'émission innovante susceptible de venir grandir ses concitoyens de manière saine, digne et éthique. Dans ses mémoires, Reith parle de sa foi guidée par le psaume 37, 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. L'historien Martin Gibbs revient sur la personnalité de John Reith, calviniste de confession, guidé par de hauts critères moraux. Père de la radio britannique, Reith a inculqué rigueur et sérieux à ce projet fondamental pour le Royaume-Uni, inscrit dans un manifeste personnel qu'il livre dans un ouvrage Broadcast over Britain, publié quelques 18 mois après sa prise de fonction. Il insiste sur le caractère non lucratif de la radio BBC. Cela signifie aussi une couverture nationale du service qui doit être accessible à tout le monde, quelle que soit la localisation du domicile de chacun. Reith prône un contrôle unifié, un autre terme pour évoquer la situation de monopole. L'obligation morale revendiquée par Reith se ressent également dans la nécessité d'un maintien de critères d'excellence dans le choix et le contenu des émissions diffusées, à tel point que l'adjectif reithien est vite devenu synonyme d'une recherche élitiste quant à ce qu'il était décent de faire entendre aux auditeurs. À l'instar des réflexions menées au siècle précédent par le critique et poète Matthew Arnold dans Culture and Anarchy, Reith trouvait qu'il était crucial d'élever le niveau du plus grand nombre en matière de culture et d'éducation. Il est difficile de résister aux ordres de Reith, dont la statue impressionne. Churchill, connu pour son art de la formule et ses joutes verbales, et dont on sait qu'il n'était pas très ami avec Reith, l'avait affublé du sobriquet Wuthering Heights, en allusion à sa grande taille. John Reith se plaisait à affirmer que son organisation était la propriété de l'ensemble de la nation britannique et qu'elle était au-dessus des querelles des partis politiques et des profits commerciaux. C'est dans cet esprit qu'il a œuvré pour l'octroi d'une charte royale renouvelable sous conditions tous les 10 ans. Il fait état des différents privilèges afférents à la BBC. La charte royale donnera donc une crédibilité et aidera à asseoir le statut et le sérieux de la BBC à partir de 1927, année où elle devient British Broadcasting Corporation. Nous pouvons avoir un aperçu de l'éveil culturel souhaité par la BBC à travers la lecture des yearbooks, des programmes de Radio Times et des archives construites au fil du temps par une BBC qui est devenue une fabrique culturelle représentative de l'identité culturelle britannique. Quelques exemples des premiers programmes. Pour résumer, ce sont des programmes musicaux, opéra, symphonie, musique de chambre, orchestre militaire, promenade concerts, des émissions parlées, les fameuses talks, les conférences, les débats, les émissions religieuses, les émissions éducatives pour enfants et adultes. Je parlerai maintenant de l'écrin culturel de la BBC. Les lieux prennent une importance grandissante dans l'image que souhaite projeter la BBC. Marconi House, au début de la BBC,
puis Savoy Hill, dans une période transitoire de mise en place de l'Empire BBC entre 1923 et 1932, décrite par le journaliste Gail Pedrick. Ainsi, situé près de la Chambre des communes, Savoy Hill était à n'en point douter le club de Londres le plus plaisant, et j'ajouterais, et c'est sans doute une vision catholique, le studio numéro 1 ressemblait à un confessionnal. Et puis bien sûr, Broadcasting House, qui est une consécration architecturale, un édifice somptueux de style art déco. La conception du bâtiment, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, force l'admiration. L'architecte, George Meyer, et le designer ou l'architecte d'intérieur, Raymond McGrath, sont à n'en point douter, excellents. Broadcasting House est situé à Portland Place, dans le prolongement de Regent Street, à quelques enjambées du quartier chic au sud-ouest de Marylebone et au nord de la trépidante et prestigieuse Oxford Street. La situation géographique est éloquente. Dans un écrin opulent et mondain, surgit un joyau architectural en forme de majestueux paquebot qui domine les flots urbains et dont la localisation et l'aspect montrent d'emblée la grandeur et le caractère visionnaire du projet audiovisuel. Le bâtiment de la BBC se distingue par un agencement intérieur conjuguant sophistication organisationnelle et complexité des services dans un dédale grisant où les nombreux bureaux et studios se superposent et se jouxtent. L'atmosphère classique et les décors avant-gardistes de ce haut lieu culturel où sont délimitées des alcôves dédiées à l'art dramatique et à la musique, avec une bibliothèque musicale, Music Library, et un impressionnant concert hall, appellent à l'excellence et à l'élévation. Ce temple culturel compte aussi des espaces de convivialité et de restauration, et comme dans toute grande maison accueillante, on y trouve bien sûr un grand hall, un salon, une cuisine, des vestiaires et des aires de repos. L'administration côtoie la création en bonne intelligence, semble-t-il. L'émulation se devine dans l'aménagement des différents lieux, luxueusement décorés, dans une débauche d'ornements qui s'épanouissent dans un style art déco renouvelé et somptueux. Prestige et respectabilité se dégagent de l'ensemble. En guise de conclusion, capter le son et diffuser des émissions sonores au plus près des individus dans l'intimité des foyers est une avancée notoire revêtant une certaine magie. L'onde hertzienne, sculpture de Mabel White, production artistique exposée à Paris en 1928, fait ainsi écho à l'importance des découvertes d'alors. L'aventure de l'audiovisuel, broadcasting, qu'elle soit radiophonique ou télévisuelle, a transformé la société en profondeur. Elle a permis de découvrir des fenêtres ouvrant sur des connaissances et des possibles insoupçonnés, à manier avec précaution face à des dérives pouvant conduire au formatage et au conditionnement de citoyens vulnérables et crédules et susceptibles d'engendrer la mise en œuvre d'une domination idéologique. Dans les mains de la BBC, l'hégémonie culturelle se fond dans l'impérialisme d'une nation souveraine et conquérante, baignant dans une alchimie mesurée entre tradition et innovation. Dès mars 1927, avant même la création d'un logo, la BBC a, s'il en était besoin pour elle de se démarquer encore plus, adopté une reconnaissance visuelle identitaire forte en élaborant des armoiries. La valeur ou les valeurs de la corporation se retrouvent dans la symbolique héraldique retenue à la fois grandiose, foisonnante et flamboyante. Dans cet ouvrage unique, on trouve sur le signet du casque un lion, emblème national, qui a saisi dans l'une de ses pattes la fulgurance de l'éclair, synonyme des prouesses de la diffusion radiophonique. Les deux aigles qui maintiennent le bouclier portent majestueusement des clairons illustratifs des missions de la noble institution, dont la grandeur se devine aussi par la présence d'un globe
sur le bouclier, entouré de 7 étoiles, représentatives de la noblesse et de la bonté divine, mais aussi des planètes du système solaire. Sa devise « Nation shall speak peace unto nation » est inspirée du livre de Michée et du livre d'Isaïe. Les résonances bibliques ont aussi inspiré la sculpture d'Eric Gill, celle du semeur, parabole du Nouveau Testament et métaphore de l'audiovisuel, ainsi que l'inscription en latin gravée dans le hall d'entrée de la Broadcasting House. Ces quelques illustrations qui à la fois se superposent et se juxtaposent traduisent à quel point la BBC vise, dès son éclosion, l'établissement d'une vision de service public élevant les esprits et transmettant des connaissances dignes d'un bon citoyen britannique. Elle s'érige avec panache, grandeur, force et conviction en ambassadrice culturelle face à un impérialisme audiovisuel américain qu'il fallait, autant que faire se peut, diminuer ou du moins amoindrir et créer ainsi un modèle singulier et ambitieux et en vie. Merci de votre écoute. Merci beaucoup, René. C'était absolument passionnant. Hugh, est-ce que vous êtes là? Je crois que Hugh n'est plus connecté. Olivier, est-ce que... Oui, Alicia, j'envoie un petit message à Hugh en espérant qu'il nous rejoigne, effectivement. Je pense qu'il le fera dans un instant. Rejoins tout de suite. Merci beaucoup, Madame Dicasson, pour ce panorama historique illustré qui nous a fait voyager dans le temps et déjà bien saisir l'importance culturelle, technologique, sociétale et politique de cette noble institution. Je sais que vous avez également travaillé sur la remise en cause de l'impartialité de la BBC. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire un petit mot avant de passer la parole à Hugh? Je crois que Hugh vient d'arriver, je le vois s'installer. Ah, oui. Il est là. Voilà. Alors, dans ce cas-là, on évoquera ce sujet dans les questions et réponses que j'invite déjà tout le monde à préparer. Alors, Hugh, il faut allumer ton micro. Pardon. Voilà, en mute. OK. C'est bon? C'est bon. OK. Je vais fermer la porte. Comme je disais là, Olivier, c'est opportun, on peut dire ça ou non, parce que je suis en pleine crise de news. Mais je crois que je peux prendre un petit quart d'heure maintenant, mais à 7 heures, je dois parler en direct à la BBC pour cette histoire du procès de Charlie qui vient de se terminer. Donc, c'était très intéressant d'écouter la présentation précédente sur l'histoire. Ça m'a donné beaucoup d'informations que je ne connaissais pas, en fait. Parce que c'est vrai qu'on sait de nos jours, on a un petit peu oublié cette histoire. On sait, le mot reef, ça revient beaucoup dans les discours, les valeurs reefiennes et tout ça. Et on a une idée un petit grosso modo, un peu vague de quoi il s'agit, quelque chose de très sérieux, service public, une mélange de education, entertainment and information, c'est ça le grand mélange, l'alliage entre le sérieux et le pas si sérieux que ça, qui toujours est censé de nous motiver. Je ne suis pas certain que c'est toujours je ne sais pas si ça a toujours une signification très forte en ce moment. Je ne sais pas. Le monde a tellement changé. Dans tous les cas, je vais juste récapituler un petit peu ma carrière
Comme vous avez expliqué au début, Olivier, je suis venu à la BBC en 1984 et j'ai débuté pas à Broadcast News, mais à Bush House, qui certains parmi vous peut-être connaîtront. C'est là où était pendant des décennies le siège du World Service de la BBC, de la radio, qui était une autre émanation, disons, de la BBC et principalement liée à l'ancien empire. C'est la Grande-Bretagne qui parlait au monde, quoi. Et il y avait dans le service, the World Service, il y avait le service en anglais, the World Service, mais beaucoup de services dans de différentes langues aussi. Hein. Le RFI a le même système. Et Bush House, c'était pour de longues années le centre de tout ça, et un lieu très, très intéressant parce qu'on avait des gens de partout dans le monde qui se croisaient, des anciennes colonies évidemment, mais aussi du Moyen-Orient, de la Russie, les pays derrière le rideau de fer qui était toujours là à l'époque, beaucoup d'espionnage sans doute qui se passait là aussi, et beaucoup d'exilés opposants, tout ça. Donc, un lieu très, très intéressant. Et j'ai débuté là en 84 comme journaliste très junior dans le service arabe, parce que je parlais un petit peu d'arabe, j'avais fait mes études en arabe. Et donc, j'ai débuté là-bas, et puis je suis allé en 86, il me semble, au Moyen-Orient. À l'âge de 25 ans, je suis devenu correspondant dans les territoires palestiniens. Et j'étais là pendant l'intifada, la première intifada. Et je vante toujours d'avoir été la première journaliste à avoir utilisé le mot intifada dans une dépêche. Je n'ai pas de preuve, mais je sais donc c'est le cas que avant personne l'utilisait, et j'étais le premier à entendre le mot et j'ai utilisé pour la première fois. Et de là-bas, donc, je suis allé en Espagne. Aux origines, j'étais à la pigiste. Donc, je travaillais pour la BBC, mais pour d'autres aussi. Et heureusement pour moi, la BBC a décidé de me donner une position fixe, et ils m'ont envoyé donc à Madrid en 89. Mais c'était pas très avantageux pour moi parce que c'était la fin d'une période où l'Espagne a été très, très important et intéressant avec la transition après Franco. Mais 89, 90, c'était beaucoup moins. Il y avait beaucoup moins de news là. Ça générait pas beaucoup. Donc après, je suis allé à Londres. J'ai passé quelques années à Londres, mais en me déplaçant beaucoup aux États-Unis pendant quelques mois pour l'élection de Clinton. C'est ça, 80, c'est bien ça? Oui. Et pour les guerres d'ex-Yougoslavie, où j'ai fait un petit peu de ce genre de reportage de guerre. Et puis en 96, je suis venu en France. Et pour quelques années, j'étais donc l'un des deux correspondants ici. En 2000, j'ai décidé de rester en France quand ils ont dit qu'il fallait rentrer à Londres. Donc, je me suis remis à la pige. Je suis redevenu pigiste. J'ai travaillé à l'agence France Presse et on reste en pigiste pour la BBC. Et après quelques années, il y a 10 ans, je suis redevenu salarié de la BBC. Donc, on continue. J'ai été maintenant 25 ans à Paris pour faire la couverture de l'actualité française pour les Anglais. Et donc, voilà, ça c'est moi. Et tout ce que je peux dire peut-être sur les enjeux de la BBC en ce moment, c'est peut-être pour explorer un petit peu le système de la BBC, de son financement. Je ne sais pas si ça a été vraiment abordé avant, parce que ça devient vraiment un enjeu très, très crucial en ce moment. La BBC a une renommée énorme dans le monde. Ça a toujours eu une renommée énorme en Grande-Bretagne aussi, et ça a été toujours une fierté. Mais pour la première fois dans les années juste écoulées, dans les 10 ans, 15 ans jusqu'ici,
j'ai aperçu, et ce n'est pas comme moi, j'ai aperçu pour la première fois en Grande-Bretagne, pas à l'étranger, en France, on est toujours adoré, la mémoire de Gaulle, tout ça, ça reste très, 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 très présent et on est toujours, on nous fait un bienvenu toujours très, très accueillant. Mais dans la BBC, dans la Grande-Bretagne, on constate une sorte de début de désenchantement parmi certains. Tous les sondages disent oh oui, on est toujours 75% de la population adore la BBC, on ne veut pas que ça change, mais néanmoins, ça veut dire qu'il y a peut-être 15%, 20% qui se sont un peu désillusionnés par la BBC, qui n'ont plus le même respect pour la BBC, qui ont un petit peu perdu leur amour de la BBC. Et une partie de ça, c'est lié à la technologie, le fait que, évidemment, l'ancien système de diffusion aux antennes analogiques, tout ça, ça reste tous les broadcasters historiques un petit peu en deçà de leur... c'est très difficile de réagir quand le monde se rue sur les smartphones et tout ce qu'il y a là. Donc la BBC, comme tous les broadcasts, ont une difficulté pour garder une audience, surtout parmi les jeunes, qui maintenant, il est évident, sont beaucoup plus accros à leur téléphone et consomment le news, mais aussi les programmes, les documentaires, les fictions, les drames, les dramas, d'une façon complètement différente. Donc ça, c'est une chose qui est très, très difficile. Mais le BBC fait un grand contre-attaque et il garde une partie du marché qui est assez importante. Et même si ça diminue, tout n'est pas perdu. L'autre côté de ce crise de confiance, si vous voulez, c'est beaucoup plus culturel. Et c'est parti de ce qu'on a vu dans beaucoup de pays anglo-saxons, beaucoup moins ici. Et ce qu'on appelle en Grande-Bretagne et aux États-Unis les guerres de culture. Ils sont là, ils sont très présents. Le Brexit, c'est parti, Trump, c'est parti, le wokisme, c'est pas tout ça. On a de plus en plus dans le monde anglo-saxon un développement très, très gênant et pour moi très, très fâcheux et terrible, horrible, qui est la division de notre peuple dans deux tribus. Les gens qui sont progressifs, qui aiment tout ce qu'il y a des libéraux d'un point de vue sociétal et très libéraux. Et puis, contre ça, les plus nationalistes, ceux qui veulent garder certaines choses non globales, qui sont opposées un peu à la globalisation. Évidemment, en Grande-Bretagne, c'est Brexit et Boris Johnson représentent un côté de tout ça. Et de l'autre côté, j'ai encore 5 minutes. De l'autre côté, les libéraux, métropolitains. Et on a cette idée de deux tribus. Il y a un bouquin qui a été publié en Grande-Bretagne. Il y a un nom qui s'appelle, j'oublie son nom, mais il parle de deux types de personnes en Grande-Bretagne en ce moment. The somewheres and the anywheres. Ceux qui sont de quelque part et ceux qui sont de n'importe où. Et les n'importe où, ce sont les gens de Londres, les métropolitains, ceux qui ont de l'argent et l'éducation, qui pourraient très facilement se déplacer pour habiter New Delhi ou à Washington, n'importe où. Et les somewheres sont les laissés de côté, les oubliés. En France, c'est un petit peu l'équivalent des Gilets jaunes, ce mouvement-là, qui est clairement lié. Donc, couper court, on a ces deux tribus. Et c'est le problème pour le BBC, c'est tellement identifié maintenant avec les anywheres, les globalisateurs, les libéraux de du grand métropole. Et de plus en plus, on écoute, on entend le critique que la BBC parle d'une voix
il parle que pour certaines personnes, les gens qui sont de la grande ville et de Londres surtout. Ils ne comprennent pas, donc on est tous contre le Brexit, on est tous des libéraux pour la société, on est tous pour Black Lives Matter, on est tout ça pour le LGBT, les questions de LGBTQA, on est très, très progressif. Mais il y a une grande partie de la population qui pense pas de la même façon. Et ça, c'est la grande crise qui s'approche. Parce que dans 5 ans, le BBC doit aller au gouvernement pour justifier son existence et pour justifier la continuation du license fee, de l'argent, de l'impôt qu'on reçoit, qui vaut des milliards de pounds tous les ans. Et si le BBC n'est pas dans une position de dire à gouvernement on représente tout le pays, il y a un grand risque que ce système se termine et abolit. Mais pour la première fois, pour moi, c'est une vraie possibilité. J'ai encore 2 minutes. Donc, pour moi, c'est un moment clé qui s'approche. Un moment clé après 75 ans, 80 ans depuis la création de la BBC, où le RIF et le système ancien étaient tellement on n'a pas questionné du tout. Mais maintenant, je décèle une sorte de mouvement là. Et pour moi, c'est pas si important que ça parce que je m'approche de la fin de ma carrière, mais si j'étais plus jeune, je serais beaucoup plus inquiet. Et je dis pas que c'est pas juste des attaques des conservateurs qui font ça, c'est aussi parce que je crois qu'on a un petit peu oublié le fait qu'on doit parler à tout le pays, inclus ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Et la BBC a trop tendance d'être uniforme, du pensée unique. Il y a peu de ça. Je vais m'arrêter là et pendant 5-10 minutes, je serai absent parce que je dois faire une émission et puis je reviens. OK? Parce que c'est l'heure. Merci beaucoup. Alicia, on peut peut-être enchaîner sur les questions en commençant avec des questions adressées à Madame Dicasson. Je te laisse la parole. Ouais, je voulais voir s'il y avait peut-être des questions du public avant de monopoliser la parole. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. D'accord. Je ne vois pas de questions. Je me demandais donc vous avez... voilà une question. Alors, pouvez-vous nous décrire la concurrence, les Europe 1 et RTL de la BBC? Je ne sais pas si René, vous vous sentez de répondre à cette question. Oui, alors là, je pense que c'est plutôt une question pour Hugh. Pour être honnête, je n'ai pas vraiment travaillé sur cet aspect de la concurrence. Ou alors, ça serait dans une période complètement en dehors de ce que j'ai abordé ce soir. La concurrence, à l'époque où je vous ai parlé, c'était vraiment, il y avait une centaine de compagnies qui voulaient créer la BBC. Et puis finalement, il n'y en a que 6 qui ont été retenus. Mais la concurrence ne peut pas être décrite comme la question que vous évoquez, c'est-à-dire avec Europe 1 et RTL. Ça, c'est quelque chose de beaucoup plus contemporain. Et je dirais s'il y avait une concurrence à l'époque, c'était avec la presse. J'avais parlé tout à l'heure des barons de la presse, les frères Ramsworth par exemple. Oui, c'était là où se trouvait véritablement la concurrence et autrement les compagnies qui s'occupaient de créer les appareils radio. Mais ce n'est pas du tout le même genre. Je pense que la personne qui a posé cette question-là n'a pas du tout cela à l'esprit. C'est vraiment une question beaucoup plus contemporaine et je dirais immédiate. Donc, bien après les années 50, on va dire. Même si c'était forcément un petit peu en germe, les choses se posent beaucoup plus après. Donc, je pense que ça, c'est plutôt une question pour Hugh.
Ce que j'ai retenu de l'intervention de Hugh sur ce point, c'est qu'effectivement, il y a une multiplication des sources médiatiques et d'informations de façon générale qui sont plus ou moins bonnes et qui modifient assez sensiblement la consommation des personnes de cette information et partant aussi la façon dont on programme les émissions dont on traite l'actualité. J'en avais parlé en France avec quelqu'un qui a été à TF1 et qui m'expliquait qu'effectivement maintenant la conjonction des smartphones et de l'abondance de chaînes poussait les gens à jongler en permanence entre les différentes émissions et les chaînes et les radios à s'adapter à ce qu'ils consommaient sur leur téléphone portable pour faire des émissions à la fois beaucoup plus ludiques, un traitement de l'information beaucoup plus rapide. Et ceci n'est pas a priori de nature à favoriser des institutions solides comme la BBC ou d'autres médias sérieux. Même si j'imagine qu'il y a aussi des gens qui restent fidèles à des chaînes de télévision de ce type parce qu'ils considèrent que ça reste un traitement qualitatif de l'actualité. Je vois une deuxième question. Peut-on dire que la BBC a joué un rôle dans l'importance de l'éducation musicale en Angleterre, chant et pratique instrumentale considérées comme essentielles dès le plus jeune âge? Bon, alors là, c'est clair que quand on parle de la musique, ça devenait même à un certain moment un petit peu trop obsédant. Il y avait quasiment que cela à la radio pendant très très longtemps. Et là, oui, peut-être je pourrais rebondir sur la notion de concurrence. On attendait la concurrence de l'extérieur, en particulier de Radio Normandie ou Radio Luxembourg, pour s'échapper de cet engouement musical, mais qui était un petit peu trop classique pour, on va dire, les classes ouvrières, même si c'était une façon d'élever le débat. Mais c'est vrai que ça a joué un rôle très important, sachant quand même qu'au XIXe siècle, c'était un aspect très important dans l'éducation des élèves qui pouvaient bien sûr accéder à l'éducation. Cela va sans dire. Donc oui, ça a joué évidemment un rôle, mais pas uniquement que dans l'éducation musicale, dans l'éducation tout court. Donc, que ce soit au niveau de l'apprentissage de l'histoire, de la géographie et aussi de la découverte de ce qui est devenu quelque chose de très important pour la BBC, c'est tous les reportages de type documentaire animaliers ou des choses comme ça. Moi, j'ai une question concernant un aspect que j'ignorais, dont vous avez parlé, que je trouve absolument passionnant, c'est tout l'héritage chrétien, en fait. Est-ce que, selon vous, on continue à avoir des émanations, des restes de ça, ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est complètement dissipé? Vous voulez dire à l'heure actuelle? Oui, à l'heure actuelle ou dans les années récentes, dans les institutions, est-ce que ça a laissé une marque ou est-ce que c'est un souvenir du passé? Je dirais que ça a laissé une petite marque, mais en même temps, je vais vous faire une réponse de Normand. Je crois que c'est quelque chose qui s'en va un petit peu. Malgré tout, il faut quand même avoir à l'esprit qu'en Grande-Bretagne, la religion est un élément très important. Et je parlerai peut-être plus d'une pluralité de religions qui est peut-être plus mise en... on insiste un petit peu plus là-dessus actuellement que bien sûr à l'époque de Rees, qui malgré tout avait une vision assez rigide de la religion. Là, par contre, actuellement, on va plutôt avoir des religions un petit peu plurielles, qui n'était pas tout à fait le cas aux origines de la BBC. Mais c'est vrai, la BBC a été conçue avec des valeurs morales, des valeurs chrétiennes, des valeurs d'éthique aussi, et de bons comportements en société. Il fallait devenir un bon citoyen britannique. Et la religion avait une façon peut-être aussi de faire de sorte à ce que les citoyens se comportent convenablement en société. C'est aussi une façon je dirais de façon très, très générale, bien sûr, de fédérer, mais également d'assurer une cohésion sociale.
Alors, moi, j'ai aussi une question pour vous, Madame Dicasson. Je sais que vous avez travaillé sur la remise en cause de l'impartialité de la BBC, des pressions des pouvoirs politiques et économiques quant à son traitement de l'information. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots avec quelques exemples? Je pense par exemple au Brexit dernièrement avec des pressions du gouvernement de Boris Johnson, je crois. Oui, donc là, je ne vais pas vous parler trop du Brexit parce que je ne pense pas être la meilleure spécialiste pour cette question-là, pour être honnête. Je crois qu'il faut... Hugh va vous dire des choses beaucoup plus intéressantes que moi. Mais ce que je pourrais vous dire quand même, c'est que il est difficile de parler d'impartialité de façon tranchée. Il faut quand même nuancer le tout en fonction des époques. Il est clair que l'époque que j'ai abordée ce soir, c'est vraiment dire ce qui se passe autour de soi plutôt que de le montrer, parce qu'on est vraiment dans le registre de la radio qui n'est pas tout à fait le même registre que ce que vous évoquez probablement. Vous avez plus à l'esprit tout le registre audiovisuel qui inclut la télévision et l'image. Je crois que l'idée, c'est peut-être plutôt le regard d'un regard neutre et peut-être une pluralité de points de vue. Around after at 7:05 J, and just after at 10 live on the trial. Je You sais want to say yes? Sorry, I was just what's going on. Pardon, nous écoutions. Est-ce que la personne qui parlait peut couper son micro? C'est bon, je l'ai coupé, Olivier. D'accord. Donc, oui, alors je ne sais plus trop ce que je disais, mais bon, on va essayer de reprendre. Alors, je pense que je parlais de pluralité de points de vue, de choses comme ça. Donc, l'impartialité, oui, alors si on parle de traitement de l'information, alors là, franchement, je pense que Hugh est vraiment beaucoup plus qualifié que moi, mais il est clair que le journalisme d'investigation a été à l'origine aussi de la façon de traiter l'événement dès le départ à la BBC, et ce, même dès le début. Donc là, il y a un héritage qui est quand même à avoir en tête, qui date du 19e siècle et qui était déjà bien en place lors de la création de la presse. Donc, ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'on est dans une logique d'héritage, de filiation, et que ce n'est pas parce qu'il y a un nouvel outil, un nouveau médium, que les pratiques qui sont déjà en place ne vont pas être reprises également. Donc, le journalisme d'investigation signifie, entre autres aussi, être, comment dire, un journal de référence qui fait autorité. Donc, l'autorité de la BBC, oui, elle a été actée dès le début parce qu'on a choisi les personnes pour leur crédibilité et pour la façon de traiter les événements. Donc, je ne sais pas, Hugh a l'air d'être de retour. Peut-être qu'il pourrait, je ne sais pas, il a l'air de parler. Pardon, voilà. Je n'ai pas vraiment entendu la question. Il y avait une question ou juste une observation, avec une remarque? Alors, on voulait votre avis, en quelque sorte, sur l'impartialité. Ah oui, ok. Voilà. Oui. Bon, évidemment, l'impartialité, c'est quelque chose, normalement, avec lequel on est tous imprégnés, on est censé être le summum d'impartialité. Mais je dirais que quand je rencontre un journaliste de la France, de l'Espagne, on dit tous la même chose. Ils sont tous imprégnés par l'idée de l'impartialité. Donc, c'est pas comme si nous, on est différents. Je vois personnellement pas une grande différence entre moi en tant que journaliste et un journaliste français ou espagnol ou de n'importe où. Il y a ça. Donc, je crois parfois, j'ai l'impression que ce qui donne l'idée de l'impartialité de la BBC, c'est son histoire, c'est tout ce qui va avec, c'est une autorité qui, comme tu as dit au début, c'est le soft power. Il est tellement puissant qu'on ne se pose pas la question, mais ça c'est nul. Mais parfois on est nul à la BBC aussi. C'est bien possible d'être nul.
donc ça, c'est une chose. Mais l'autre chose, c'est que vraiment, l'impartialité, tout le monde dit impartialité jusqu'au moment où le point de vue n'est pas réfléchi dans le discours du journaliste. Je me souviens bien quand j'étais au Moyen-Orient, je couvrais beaucoup les Palestiniens et tout ce qui était du côté des Nations Unies là-bas, les gens le personnel international qui suivait les Français. Ils m'adoraient. Ah, vous êtes le seul qui est objectif. Tu es le seul qui fait tout ce qu'il faut pour décrire la situation des Palestiniens. Évidemment, parce que ça leur convenait. Je parlais de leurs problèmes. Je leur donnais une visibilité qu'ils n'avaient pas avant. Mais pour moi, je n'ai pas pris ça comme un compliment. Mais moi, je ne veux pas qu'il y ait une groupe de personnes qui me disent ah oui, tu es notre champion. Non, ça me donne des frayeurs. Moi, je préfère qu'ils gardent leur distance. Moi, je garde ma distance d'eux. Donc, l'impartialité, c'est pas évident. Et à la BBC, comme je disais dans mon discours initial, mais à la BBC, on a un vrai problème, je crois, de groupthink. Tout le monde dit la même chose, tout le monde croit la même chose, tout le monde est du même avis. Et j'ai tellement d'expérience de ça que de petits trucs. Et chaque fois, je me dis, mais pourquoi est-ce que vous présumez que je suis d'accord avec vous? Mais, par exemple, j'adore être l'avocat du diable dans ce cas-là, mais je suis rentré à Londres il y a 5 ans à peu près. Et il y avait une Australienne qui m'a rencontré. Et elle m'a dit, je ne la connaissais pas, elle m'a dit, Hugh, tu viens d'où? Je suis d'Australie. Désolé, elle a dit. Pourquoi? Désolé. Nous, on vient de rejeter dans l'Assemblée le mariage pour tous. Je suis désolé. Et c'est pas comme si je suis contre le mariage pour tous, mais ce qui me choquait, c'est que la présomption de sa part, que moi, en tant que employé de la BBC, forcément, j'étais du même avis qu'elle. Et c'est ça que je veux dire, qu'il y a tout le monde, si tout le monde commence à penser de la même façon, c'est fichu, mais vraiment. Le devoir du journaliste, c'est de questionner, de critiquer. Et dès qu'il y a une sorte de quel est le mot, d'établissement de pensée, il faut l'attaquer. L'établissement dans le passé, c'était clairement quand le RIT était là et dans le début de la BBC, c'était le conservatisme. Et tout le monde critiquait la BBC dans les années 60 parce que c'était trop conservateur, il réfléchissait les anciennes valeurs. Donc, on avait tout ce mouvement qui fait challenger cette doctrine et tant mieux. Et ça a fait tomber les anciennes valeurs. Mais maintenant, il y a un nouvel établissement qui est l'établissement de pensée métropolitain très libéral. Je ne dis pas que c'est faux. Je ne dis pas que je suis même... Je suis d'accord avec elle la plupart du temps. Mais le danger, c'est que tout le monde commence à penser de la même façon. On va perdre la bataille pour l'opinion en général. Et le directeur général de la BBC, que je connais un petit peu, le nouveau Tim Davie, il a donné une petite conférence l'autre jour avec une dizaine de nous. Et je décèle qu'il pense ça aussi, parce qu'il a dit qu'il y a un problème. Il m'a dit, il nous a dit, quand je regarde sur le website de la BBC, et sur 10 vidéos sur le site web de la BBC, il y a 7 qui réfléchissent ce qu'il appelle le woke culture, la culture woke. Woke, c'est le mot qu'on utilise maintenant pour signifier tout ce qui est de progressif, mais vraiment en poussant le progressivisme, le Black Lives Matter, tout ça. Mais c'est pas le problème. Il a dit, pour moi, ça a un problème. Si 7 sur 10 réfléchissent à cette culture, ça veut dire qu'il y a la moitié de la population qui éteignent le téléviseur, qui ne vont pas y aller. Ils n'aiment pas ça. C'est 7 sur 10 journalistes, hein, Hugh, c'est pour être sûr. Non, il a dit qu'il y a 7 sur 10 articles sur le web page de la BBC. Donc, il est allé sur l'Internet de la BBC, il a ouvert, il y a 10 vidéos
qui traite de différents sujets, il a dit que 7 sur 10 suivaient l'agenda woke. Donc, ça veut dire que, je ne sais pas quoi, mais il ne disait pas que j'aime pas ces vidéos, mais il dit que s'ils sont trop visiblement d'un côté de ce débat, de cette guerre de culture, évidemment, ça va faire fuir les autres. Et ça, on ne peut pas avoir. Est-ce que tu pourrais nous parler des accusations portées par Boris Johnson ou d'autres membres du Parti conservateur sur le traitement du Brexit, justement, par la... Oui, bon, c'est lié, évidemment. La vue des somewheres que tu évoquais tout à l'heure, du livre de Goodhart, a été bien pris en compte ou pas? Oui, pour moi, je suis moins sûr de tout ça parce que moi, je parle d'ici, de Paris. Donc, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai vu sur la couverture européenne du débat, on était très, très conscients des deux côtés. On n'a pas voulu trop se faire voir d'un côté du débat. Évidemment, la plupart des gens qu'on rencontre en France, des Anglais en France, en Europe, sont très, très contre le Brexit et on pourrait très facilement tomber dans le piège de juste de faire un peu de propagande pour les anti. En Angleterre, je crois que la plupart des journalistes ont aussi eu le même réflexe, mais c'est clair qu'on a été beaucoup critiqué durant le débat pour le manque de couverture des Brexiteurs. Donc, on a eu trop la tendance de présumer que si on était intelligent et on réfléchissait un petit peu, évidemment, on arriverait à la conclusion que le Brexit était mauvais et si Brexit, il fallait y avoir qu'il devrait être le plus doux et le plus mou que possible et donc le dureté, c'était mauvais et tout ça. Et je crois que chaque journaliste dans son travail personnel, je crois qu'il fait un effort pour peut-être juste et de faire le milieu, mais peut-être dans le choix d'inviter. C'est un grand critique. Dans le choix d'inviter, on avait trop tendance d'inviter sur nos programmes trop de gens qui représentaient un côté, pas de l'autre. Et c'est un petit peu le cas que, à part Farage, qui parle très, très bien, c'était beaucoup plus facile de trouver les gens qui parlent d'une manière très éloquente, qui sont convaincantes, qui sont du côté anti-Brexit que de pro-Brexit. Et je crois que là, il y a un vrai débat. Et comme je disais, j'ai rencontré Tim Davie dans cette conférence sur Zoom, et il a insinué qu'il est de l'avis que la BBC n'a pas fait la bonne part entre les deux côtés. Parce que ce qu'il a dit, c'est que parfois, ce n'est pas que les questions, c'est pas que le choix, ce que tu dis, mais c'est la manière dans laquelle tu le dis. Et si tu en tant que journaliste, t'approches de quelqu'un et tu poses une question en suggérant que tu es d'un avis et pas de l'autre, ça peut influencer la réponse que tu as. Et c'est clair que la plupart des gens qui travaillent pour la BBC sont contre le Brexit. Ça, c'est absolument clair. Il n'y a pas question dessus. Donc, ça réfléchit. La grande victoire de la BBC, le grand succès de la BBC, la réussite de la BBC a toujours été d'être une réflexion de la Grande-Bretagne. C'est toujours un petit peu en retard, mais finalement, on arrive à faire une réflexion. C'est ça le génie démocratique de la Grande-Bretagne. Et là, on était un décalage. Mais je crois qu'il y a une correction qui est en cours. Je crois qu'on est très conscient de ça. Et le fait qu'on a Tim Davie, ce nouveau DG, qui à mon avis, est très, très ouvert à cette idée qu'on n'a pas vraiment su parler à tous les Anglais, tous les Britanniques plutôt. Je crois que ça suggère qu'on est en train d'une nouvelle autocorrection qui est plutôt bonne nouvelle. Merci beaucoup. Nous avons 2 questions qui attendent sur le chat.
Donc, 2 questions pour Hugh. Si vous voulez, je vais vous les donner ensemble. Oui. Donc, la BBC a admis que ses employés devaient être admis par le MI5, et ce, jusque dans les années 90. Est-ce que Bon. c'est encore le cas? Donc ça, c'est une première question. Et Oui. deuxième question, la BBC joue-t-elle un rôle dans la promotion du fact-checking et la limite contre les fake news? OK. Mais dans le cas de la MI5, la personne a dit que c'est connu que jusqu'à 95, c'est ça? Ils ont... Apparemment. Apparemment. Bon, c'est clair que dans le passé, surtout dans le service mondial de la BBC, quand on avait des correspondants et des pigistes partout dans le monde, il y avait des liens, c'est clair. Mais de façon personnelle, j'en souviens bien que quand j'étais à Jérusalem, le sous-consul dans le consulat, le numéro 2, qui était celui qui était lié au LMI5, clairement, il s'est approché de moi pour demander est-ce que je connaissais des gens, est-ce que s'il y avait un moment des informations que pourraient être intéressant, que je n'oublie pas de le contacter. Ça ne s'est jamais passé, mais j'ai jamais eu quelque chose d'intéressant. Il connaissait beaucoup plus que moi sur la situation dans les territoires, donc ça allait nulle part. Mais je suis sûr que même comme avec il y a eu des liens. Ça ne veut pas dire que les gens ont été recrutés dans le MI5 et puis infiltrés dans le BBC. Possiblement, évidemment, c'est possible. Mais moi, je suis pas au courant maintenant. Je connais personne dont on peut dire ça. Mais on ne peut pas l'écarter comme thèse. Mais évidemment. Mais franchement, parce que les journalistes que je connais, dans le monde qu'on connaît maintenant, il y a des gens partout. Dans le passé, c'était difficile parfois d'aller à Karachi ou de Jérusalem et de mener une vie. Et donc, d'avoir quelqu'un sur le terrain, c'était quelque chose d'important. Et on pourrait peut-être faire les deux rôles, d'avoir un job et donner des infos. Mais maintenant, ça sert à très peu. Donc, je doute pas, franchement. Sur l'autre question, sur le fact-checking, je ne sais pas. Je ne suis pas certain. Mais il y a Le Monde et Agence France-Presse, par exemple, ils ont un service qui traite de ça, qui reçoit l'information et qui le trie et partage que ce qui est bon et qui est un peu révélateur de ce qui est faux. Il n'y a pas de service comme ça dans la BBC. Je suis sûr que la direction dirait que dans notre travail, c'est dans nos gènes, notre DNA, de faire en sorte que tout ce qui sort de la BBC est bien fact-checké et le reste. Mais il n'y a pas de... À la connaissance, il n'y a rien qui est fait précisément pour ça. Je crois que René Dicasson voulait intervenir. Merci, Hugh. Oui, je voulais poser une question à Hugh, justement, parce que est-ce qu'il sent lui-même au sein de la BBC des pressions, ou au moins est-ce qu'il s'auto-censure quand il doit traiter de certains sujets? C'est une bonne question. Moi, je n'ai jamais senti de la pression, non. Personne m'a jamais appelé, personne ne s'est jamais plaint. Quand j'étais à Jérusalem, oui, mais ça c'était classique. Le gouvernement israélien a beaucoup tapé quand ils n'aimaient pas quelque chose. C'était le politique de vraiment de réagir très très rapidement et tout ça. Mais de la direction de la BBC, jamais, rien, vraiment. Mais plus intéressant, c'est la question de autocensure. Là, il faut dire qu'il y a des choses qui sont très très sensibles dans nos temps et il faut marcher avec beaucoup de précautions. Et je suppose, tout ce qui est lié à la race, au terrorisme, l'islam. Il y a des choses qu'on ne dit pas qui sont... Mais je crois parfois qu'en ne pas les disant, on crée plus de problèmes pour le futur. Quand tu sais que l'audience
c'est quelque chose, mais tu peux pas le dire parce que c'est pas politiquement correct. Ça accroît, ça élargit la rupture entre toi et l'audience. On a beaucoup, on a ça avec des questions du terrorisme en France, c'est toujours difficile de parler de ça, mais de la violence, de la criminalité, l'antisémitisme. Pendant des années, on parlait de l'antisémitisme en France comme si c'était essentiellement toujours Le Pen et l'extrême droite. Et chaque fois, je me suis dit, de 2010, c'était une bataille constante de dire à l'audience, écoutez, c'est un peu plus compliqué que ça. Et en fait, c'est très peu le droite, l'extrême droite maintenant. C'est plutôt l'islamisme et une partie de la communauté musulmane qui déteste les Juifs. Et quand on a eu l'affaire Mohamed Merah en 2012, si on se souvient bien, il y avait une période de quelques semaines où c'était mystère, c'était qui. Et les soldats, les gens qui étaient tués, c'était des soldats. Mais c'était aussi des musulmans, des soldats musulmans qui étaient tués. Et donc, pendant un temps, il est devenu normal de prognostiquer sur le BBC et sur les autres médias, de dire « Ah, ils sont des musulmans, donc le thèse le plus probable, c'est qu'une terroriste de l'extrême droite. » Qui m'a toujours semblé absolument farfelu, parce qu'il n'y avait pas ça ne se passait pas comme ça. L'extrême droite n'avait jamais tué les gens comme ça. Et en plus, c'était un peu raciste de dire que juste parce qu'ils étaient tués par parce qu'ils étaient des musulmans, ils étaient tués parce qu'ils étaient en uniforme. Et donc, ceux qui disaient que c'était l'extrême droite ne pouvaient pas apercevoir ou concevoir qu'un soldat pourrait être musulman. Mais c'était clair qu'ils étaient tués parce qu'ils étaient en uniforme. Et finalement, c'était ça. Mais la présomption, il y avait tellement de volonté de croire que c'était l'extrême droite et pas des musulmans, un musulman, que c'était très révélateur pour moi de cet instinct de ne pas dire quelque chose de choquant parce que c'est trop sensible. Et depuis, dans tous ces cas, je suis très conscient du fait qu'il faut être sensible et qu'il ne faut pas généraliser ou dire des choses qui vont faire croire à la communauté musulmane ils sont ciblés, on les regarde tous ensemble, les amalgames, tout ça. Mais par l'opposé, je crois aussi qu'il faut. Les gens ne sont pas bêtes, ils savent ce qui se passe. Et donc, il faut plutôt dire la vérité comme on peut. Et sur l'affaire de Charlie Hebdo, Hugh, est-ce que tu as un autre exemple de la difficulté à traiter du sujet? Charlie Hebdo, c'était intéressant ce matin, mais je ne sais pas ce que ça signifie, mais je veux attendre l'impression que je suis une conservateur de droite qui n'aime pas le libéralisme. Pas du tout. Mais pour moi, le libéralisme, c'est l'établissement maintenant. Et donc, en tant que juriste, je réagis. Il y a une seule chape de plomb qui est d'un côté et je réagis contre ça. Et surtout dans le service mondial, le BBC World Service, il est très de ce côté-là, très globalisateur, NGO, Nations Unies. Mais c'est tant mieux, c'est bien, mais il y a une sorte de, comme je disais, pensionnisme. Et ce matin, sur le BBC World Service, on m'a interviewé sur Charlie Hebdo et le procès. Et ils ont dit, mais j'étais vraiment frappé, j'ai rien dit, mais j'étais un peu choqué. Le présentateur a dit, on va à Paris maintenant, on va parler du procès Charlie Hebdo. Tu te souviens, vous vous souvenez, il y a 5 ans, 12 personnes ont été tuées dans le massacre de Charlie Hebdo. Maintenant, le procès prend fin. Et donc, il y a une culture comme ça. Et la première chose que j'ai dû dire, attends.
il y avait les Charlie Hebdo, et puis il y avait l'hypermarché Kasher. Et en plus, le procès n'est pas vraiment de Charlie Hebdo, c'est du hypermarché. Tout ce qui a, tous les gens qui sont accusés, ils sont accusés d'avoir un lien avec Koulibaly, pas avec quoi. On ne sait rien de les Koulibaly. Donc, vraiment, c'est pas le procès Charlie Hebdo, c'est le procès hyper caché. Mais je ne sais pas pourquoi il a totalement rayé de son discours le fait qu'il y avait les hyper cachés aussi. C'était juste pour lui le Charlie Hebdo, ce qui est aussi très important, mais c'était pas bien. Il avait bien fait son travail, pas bien fait son travail. Et donc, mais je ne sais pas si ça signifie quelque chose ou non, je ne sais pas. Mais c'était pas bien. Et les gens, ils sont très réducteurs toujours. Ils veulent que ça soit une histoire simple à raconter. Quand c'est plus compliqué, ils n'aiment pas ça parce que ça rend le truc trop flou. Voilà. Merci beaucoup, Hugh. C'est absolument passionnant. Je voulais poser une question à René Dicasson pour conclure, parce que je crois qu'on n'a plus d'autres questions. Mais j'aurais voulu savoir quelle était votre réaction par rapport à ces propos de Hugh Schofield et également quelle est pour vous la perspective d'évolution. Comment est-ce que vous voyez la BBC évoluer dans les années à venir, vous qui connaissez bien sa genèse. Merci. Alors là, Alicia, c'est une très grande question. Je ne sais pas vraiment si je peux répondre à l'avenir de la BBC, sinon que ce que je retiens en tout cas de ce que disait Hugh, c'est la notion de pensée unique. Je me demande justement jusqu'à quel point on peut parler d'une singularité de la BBC à l'heure actuelle. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'une singularité de la BBC en 2020 ? En 2020-21, voire au-delà? Je relance peut-être aussi la question à Hugh qui viendra compléter, mais il me semble qu'il y a une véritable redéfinition. On était à la création, je dirais, de la radio dans une perspective de révolution culturelle au sens large, parce qu'on avait d'autres canaux de diffusion et là, en plus, on a tous les smartphones, toutes les façons de communiquer qui sont différentes et où l'information, qu'elle soit étiquetée BBC ou autre, doit passer d'une certaine façon. Et on s'aperçoit finalement que quand on écoute certaines informations, que l'on soit sur une chaîne ou une autre, finalement, l'information est très proche. Et on se demande, mais finalement, quelle est la particularité de la chaîne que je suis en train d'écouter en ce moment? Et au-delà de ça, ce que je remarque aussi, c'est que souvent, là, on a parlé de Charlie Hebdo, du Brexit, mais il y a tout un tas de conflits, tout un tas d'aspects dans le monde qui sont, je dirais, occultés, voire complètement oubliés ou qui reviennent de façon épisodique. Parce qu'on a l'impression, en tant que spectateur en tout cas, qu'il y a besoin de meubler l'espace, je dirais, de l'audiovisuel, du numérique, et que comme il n'y a plus d'actualité entre guillemets brûlante et immédiate, il faut retrouver quelque chose qui est tout autant immédiat, mais qui n'est plus véritablement sous les feux de la rampe, si vous me permettez l'expression. Ouais, je complète, je parle maintenant. Oui, tout à fait. Oui, mais c'est très intéressant ce que vous dites là. Mais, évidemment, il y a un vrai défi là avec l'explosion de nouveaux canaux de distribution, de diffusion. Et c'est une cauchemar pour la BBC, comme pour tout le monde. Comment garder l'audience. Il y a, et donc, mais ça nous fait revenir à la question précédente sur le fake news. Évidemment, c'est un problème énormissime. Le fait que les gens, on peut choisir ce qu'ils veulent en tant que l'actualité et choisir le news, tout ce qui leur convient, et qui est un développement absolument tellement dangereux que je ne peux pas même y penser, ça me donne des frayeurs, ça nous pousse dans les tribus. Et l'avantage, si j'allais finir sur une note optimiste, mais le grand avantage d'une diffuseur d'actualité comme la BBC de renommée, c'est qu'on a ce renommée et il y a quand même une soif de valeur sûre
qui va, j'espère, continuer à s'accroître, qui va devenir de plus en plus important, cette besoin de sources actuelles qui sont vraiment neutres et qui parlent avec une autorité pour que quand il y a deux côtés qui sont tellement opposés qu'on sait qu'ils sont nuls, il y a un lieu où on peut aller pour avoir une sorte d'autorité. Mais ce n'est pas que la BBC. Il y a plein d'autres services de news qui font exactement la même chose. Et je crois un petit peu que la BBC, son importance et sa réputation un peu exagérée, parce que quand je regarde les news en France, c'est pas si différent que ça. Mais cela dit, le fait d'avoir une grande autorité, une tradition et tout ça, c'est très important et une garantie peut-être pour le futur et qui pourra nous servir en tant que pôle global pour le news et pour la vérité dans le futur. Oui, je pense en effet que la variété est un élément très important pour l'avenir parce qu'on rentre dans une espèce de spirale de consommation des faits et des événements. Oui. Finalement, la notion de point de vue et je dirais de parti pris, on ne sait plus trop comment. Les repères sont difficiles à trouver. Oui, absolument. C'est oui, mais je sais pas que dire. On va donner le point de vue de tout le monde, mais qu'est-ce qu'on fait si le point de vue de quelqu'un est choquant ou je sais pas. Je sais pas, mais mais moi, mon esprit est libéral, mais évidemment, je partage beaucoup des sentiments de ceux auxquels je suis opposé en ce moment. Mais je trouve que c'est important en Europe et dans l'Ouest en général qu'on s'ouvre un petit peu à ceux qui ne se sont pas vraiment représentés par les métropolitains comme nous le sommes. Pour moi, ça c'est très important. Mais c'est très difficile à faire parce que franchement, je ne partage pas forcément le point de vue de tous ces gens-là qui ne se sont pas représentés. Mais le gouffre va se approfondir si on n'est pas capable de parler à tout le monde. Mais le problème est exagéré parce qu'à cause des médias sociaux, tout ça, il y a pas on perd le milieu. C'est comme dit Yates, the center cannot hold, le centre ne tient pas. On est tiré dans les deux sens. C'est très, très difficile. Mais moi, ça, comme j'ai dit, ça me donne des frayeurs. Mais, alors, j'ai peut-être juste une dernière question, Hugh, avant de conclure cet événement. Est-ce que tu dirais que la popularité de la BBC a décru ou que globalement elle reste stable et c'est juste qu'il y a des clivages plus nets entre ces somewheres et ces anywheres? Quand on fait des sondages, comme j'ai dit au début, on est bien. Et je crois que les conservateurs, quand ils ont menacé de faire, je sais pas ce qu'ils ont dit exactement, mais ils ont menacé de finir avec le système, tout ça, de license fee. Quand ils ont fait la menace il y a 2-3 ans, ils n'étaient pas vraiment prêts à le mettre en action parce qu'ils savent que ça aurait été très, très impopulaire. Et ça serait maintenant très impopulaire si on s'attaquait à la BBC. Les gens sont toujours très attachés, je crois, la grande majorité. Ça aurait été c'est pas que le news, mais c'est le package. Et c'est ça quelque chose de très important aussi parce qu'il y en a qui disent « Ah oui, mais dans un nouveau système, on pourrait avoir une sorte de BBC pour l'élite où on a les documentaires et le news, tout ce qui ne peut pas être fait par une autre broadcast commercial. On garde ça pour la BBC et comme ça, tout le monde est content parce qu'on a tout ce qui est commercial, les choses, tout ça. D'un côté, à la BBC, on va pour le sérieux et tout ça. Mais le point de vue de la direction de la BBC, ça ne marchera pas, ça ne tiendra pas la route. Si on dissocie le sérieux et le entertainment, on perd l'esprit de la BBC. On
on perd tout. Et le tout, c'est un package. Et séparer les deux, ça va forcément vouloir dire que le news et le sérieux diminuent, ça va diminuendo jusqu'à ça disparaisse. Donc, la popularité des grandes choses de la BBC, qui sont toujours là, comme Strictly Come Dancing, c'est un grand hebdomadaire où on fait le ballroom dancing ensemble et il y a des vedettes. Oui, tout le monde regarde, mais on en parle. Et c'est ça la popularité de la BBC, plutôt que du news, vraiment. Mais c'est ça que c'est pour des programmes comme ça qu'on va à la BBC. Et donc, il faut savoir toujours garder cet équilibre entre le sérieux et l'entertainment. Mais les nuages sur l'horizon sont qu'en 2025, les choses vont être redébattues et il va falloir avoir une décision en 2027, il me semble. Et ici, là, qui sait, mais le monde du smartphone a tellement changé les choses. Et si l'audience pour le 6 o'clock et 10 o'clock news, les trucs de phare du soir, ils sont tombés énormément. Il y a que quelques millions maintenant qui le regardent. La moitié de ce qu'on avait avant. Et ça, si ça continue, et si les jeunes ne regardent plus, et si les oubliés des provinces et des ruraux et des petites villes, les gilets jaunes anglais ne regardent pas. Mais là, l'argument devient très, très difficile à soutenir pour que le système, qui, comme je disais au début, qui est un impôt obligatoire à chaque foyer, l'argument devient très difficile à soutenir dans un monde tellement changé. Donc en fait, si je comprends bien, tu penses que la BBC a un rôle à jouer pour réunir le peuple britannique dont les clivages sont multiples et extrêmement profonds en changeant peut-être le traitement de l'actualité et en faisant en sorte que les programmes soient plus représentatifs des intérêts et des goûts de différentes catégories de population. Je pense pas à une change profond. Je crois qu'il faut juste ne pas faire fuir les gens en disant des choses qui sont peut-être qui montrent trop le parti pris de certains journalistes. Il y a des journalistes qui font des tweets maintenant. Et c'est affreux. Moi, je n'ai jamais tweeté de ma vie. Pour moi, c'est l'abandon total de l'objectivité. Mais il y a eu qui font part de leur point de vue sur des questions sociales. Et ça doit s'arrêter, par exemple. Parce que c'est trop facile. Nous devenons trop faciles à critiquer. Et les ennemis, ils ne vont pas être lents à l'attaque. Ils vont être là. Et c'est plutôt les conservateurs, une partie des conservateurs, les free marketers. Mais on peut pas toujours se réfugier dans l'idée que mais on nous aime tellement que ça va jamais se passer parce que le monde change tellement rapidement et on a laissé une point d'attaque qui est flagrante maintenant avec tout ce qu'il y a dans ce monde où on était trop pro-Brexit, on présume que tout le monde est du même côté de nous. Ce n'est pas une question de changer d'avis, mais c'est question juste de réfléchir. Mais je crois que tout le monde est d'accord pour dire qu'on n'a pas pris au sérieux le fait que la majorité de la population allait voter Brexit. On n'a pas prévu parce qu'on ne voulait pas écouter. D'accord. Merci beaucoup, Hugh. Je crois que malheureusement, on doit s'arrêter là parce que notre service d'assistance à Sciences Po a pour coutume d'arrêter ces enregistrements à 19h30. Je voudrais, avec Alicia, vous remercier très chaleureusement pour ces échanges qui étaient très, très différents. Une grande évasion sur l'histoire de la BBC du côté de Madame Dickason et un retour d'expérience tout à fait riche et libre de la part de Hugh, avec une ouverture effectivement sur l'avenir et la responsabilité qu'a la BBC pour tenter de réunir à nouveau
les Britanniques qui traversent des défis considérables. J'espère que nous pourrons refaire un événement sur cette thématique, peut-être en visitant vos locaux à Paris. On avait évoqué cette possibilité, Hugh, un jour. Je pense que ce serait très populaire parmi nos adhérents. Voilà. Encore une fois, merci beaucoup, Madame Dicasson, et merci beaucoup, Hugh. Nous vous recontacterons tous très prochainement pour le prochain événement qui sera sans doute sur l'économie britannique après le vrai Brexit cette fois-ci, puisque au 1er janvier, il y aura une fin de la période de transition et le début d'un nouveau monde avec toutes sortes de problèmes commerciaux. Et puis, très bientôt, nous essaierons de reprogrammer notre voyage au Lake District qui était prévu pour le mois d'octobre dernier et qui, malheureusement, en raison des douloureuses circonstances et des malheureux événements, a dû être remis à plus tard. Nous souhaitons absolument le maintenir et vous y inviter. Merci beaucoup à tous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.